Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Handicap et emploi du FIP qui a pour thème aujourd'hui la surdité. Je m'appelle Françoise Veil-Béchet et j'anime pour le compte du FIP le dispositif régional de professionnalisation et d'animation dédié aux référents handicap de la fonction publique. Je suis accompagnée par Luana Lafine et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 avec également Nathalie Dross, directrice déléguée aux employeurs publics et partenaires nationaux. Frédéric Brossier, directeur adjoint de l'INJS, l'Institut national des jeunes sourds. Alex Franconi, chef de projet InfoSens. Et Laetitia Monori, chargée de mission InfoSens en situation de handicap auditif. Et pour Aris France, de Sandra Fanon, directrice générale adjointe, et Charlotte Nivez, ergonome. Je tiens déjà à remercier également l'INJS grâce à qui nous avons une interprétation en LSF avec Fabrice Perrault et Nelly Vincent qui vont se relayer. Et ainsi qu'une vélotypie qui est assurée par le système RISP. Pour ce webinaire, vous ne pouvez pas nous parler, mais vous pouvez nous écrire via le petit onglet sur le côté chat ou questions, où Luana pourra vous répondre. Vous avez également la possibilité d'agrandir ou diminuer la présentation avec les 3 tirets qui sont situés entre la présentation et les webcams. Vous avez également la possibilité, avec les 2 flèches sur un écran, de pouvoir juste agrandir une seule personne. C'est pratique pour les personnes qui veulent suivre en LSF. Évidemment, le support de présentation ainsi que le replay vous seront transmis rapidement. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos intervenants. Nous avons un programme chargé, puisque nous allons commencer dans la première partie sur les accompagnements du fonds dans le cadre du handicap auditif, avec ensuite la présentation de 2 dispositifs qui sont soutenus par le FIP, le Centre Appui Expertise InfoSens, qui, au travers d'une sensibilisation à la surdité, vous présente son offre de service, et Aris France, qui vous expliquera en détail les prestations d'appui spécifiques, en illustrant avec quelques cas de situations et d'aménagements réalisés pour des employeurs. Je laisse la parole à Nathalie Dross. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, puisque je parle depuis un smartphone. Donc Nathalie Dross-Lejar, j'accompagne les employeurs publics nationaux comme les ministères et les EP nationaux depuis 7 ans, et j'accompagne la fonction publique territoriale et hospitalière via des partenariats comme notamment le CNFPT, la NFH ou la FHF. Donc je vais vous présenter les accompagnements du FIP dans le cadre du handicap auditif, avec tout d'abord un focus sur le catalogue des aides, puisque c'est, je dirais, la voie naturelle pour mobiliser une aide via le FIPHFP. Donc, dans notre catalogue, en fait, nous avons plusieurs possibilités pour compenser le handicap des personnes en situation de handicap auditif, notamment par un appareillage auditif. Donc, on finance déduction faite des autres financements, comme par exemple la sécurité sociale, la mutuelle et la PCH, en prestation compensatoire du handicap. Le reste à charge des appareils électroniques de surdité, comme les prothèses auditives et les frais de réglage. Alors, le plafond est de 1 600 € pour 3 ans, sauf si le handicap évolue et que du coup, il faut, par le biais du médecin du travail, justifier d'une autre prescription. Il faut bien avoir en tête que seules les prothèses auditives remboursées par l'assurance maladie sont prises en charge. On ne rembourse pas les implants, par exemple. Cette prestation n'est pas mobilisable pour les personnes qui sont durant un arrêt de travail, genre CLM, CLD ou congé pour accident de travail. Donc, il faut que la personne soit au travail, en fait. Les frais de maintenance de réparation sont intégrés dans le plafond. L'aide ne concerne pas les accessoires comme les piles, l'assurance, les frais médicaux. Et le financement du FIP ne peut pas être supérieur en fait au coût déboursé. On ne peut pas faire de surfinancement. Il faut savoir aussi que suite à l'évolution de la loi, le FIP a décidé de maintenir l'aide avec ses plafonds actuels, parce que le reste à charge zéro, notamment, ne concerne que certaines prothèses proposées dans le panier 100% santé, ce qui s'appelle la classe 1. Or, la plupart des demandes de remboursement qu'on a sur la plateforme ou via les conventions employeurs sont des appareils auditifs de classe 2,
donc qui sont très coûteux. Donc le FIP peut choisir évidemment de rembourser en dehors du panier 100% santé, bien évidemment, puisque cette classe 2 est en tarif libre. Voilà, donc le reste à charge après déduction des financements du droit commun est donc cofinancé par le FIPHFP. On intervient en complémentarité du droit commun, donc après les premières aides comme mutuelle, PCH, sécurité sociale, et c'est toujours sur prescription du médecin du travail. Donc il faut toujours que la prescription soit antérieure à la date d'achat du matériel, ça c'est vraiment très important. Voilà, donc sur la page suivante, sur les prothèses auditives, j'ai fait un petit zoom. En 2020, par exemple, pour les employeurs donc non conventionnés sur la plateforme des aides, il y a eu 1161 dossiers qui ont été instruits par les collègues pour 1,48 million d'euros. Ça représente 11% du total des aides plateformes et 21% du nombre total de dossiers traités. Donc, c'est quand même un poste important. Le coût moyen d'une prothèse auditive prise en charge par le FIP s'élève à 1 278 euros. Et par fonction publique, c'est bien sûr la fonction publique territoriale qui a mobilisé le plus avec 740 prothèses, puis l'hospitalière 319 et enfin l'État 102. Pourquoi? Parce qu'à l'État, la plupart des ministères étant sous convention employeur, ils ne passent pas par la plateforme et c'est par le biais des conventions employeurs en fait que sont financées les prothèses auditives. Voilà, donc les montants qui ont été dédiés pour les conventions employeurs justement s'élèvent à environ 4,5 millions et dont 1,7 million pour les seuls employeurs nationaux. Je pense notamment à des gros ministères comme l'éducation nationale, la justice, les finances, voilà. Donc le total des interventions du fonds en 2020 pour les prothèses auditives était de l'ordre d'environ 6 millions d'euros. Ça vous donne un ordre de grandeur. Alors, au-delà des prothèses auditives, le FIPHFP finance également de l'interprétariat, donc interprète LSF, décodeur, transcripteur, de la visio-interprétation. Donc tout ça, vous pouvez voir le détail dans la fiche 24 du catalogue. Donc évidemment, c'est pour permettre aux personnes en situation de handicap auditif de participer à toutes les manifestations, à communiquer dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc ça peut être dans le cadre de réunions, d'entretiens professionnels, de formations, d'événements liés à l'activité professionnelle comme des colloques, des réunions d'information. Ça peut être aussi des activités dans le cadre d'une décharge syndicale, etc. Il y a 4 aides humaines pour le handicap auditif dans le cadre des activités en présentiel ou à distance, en visio-interprétation. Donc, l'interprétariat en langue des signes française LSF, les interfaces de communication et transcripteurs, les codeurs en langage parlé complété LPC et la visio-interprétation. Alors, tout logiciel, applicatif ou interface de communication, des équipements de visio-interprétation, comme par exemple Helios, Tadeo, Ava, Roger Voice, etc., j'en oublie forcément, peuvent être cofinancés dans le cadre de cette fiche 24 du catalogue des aides que je vous invite à consulter pour plus de précision. Donc, sur la diapositive suivante, en fait, j'ai mentionné les prises en charge en matière de plafond. Donc, sur les frais d'interprétariat, le plafond est fixé à 80 euros de l'heure. Le coût des interfaces de communication transcripteur, le plafond est à 29 euros de l'heure. Le coût des codeurs en langage parlé complété est de 80 euros également pour une heure. Et la participation au financement d'un équipement de visio-interprétation, c'est 60% de la dépense dans la limite de 6 000 euros par an. Donc, ça comprend l'acquisition du matériel, l'abonnement, maintenance, etc. Les aides sont mobilisables tous les ans, toujours sur prescription du médecin du travail. La prescription doit toujours être antérieure à la date d'achat ou la date de réalisation de la prestation. Le financement prévoit le recours à un professionnel externe et le plafond de prise en charge intègre aussi les frais de déplacement et de restauration liés à l'intervention des interprètes. Voilà, donc sur la diapositive suivante, en fait, la prise en charge aussi d'équipements qui permettent de compenser le handicap auditif dans le cadre de l'aménagement du poste de travail. Donc c'est un plafond de 10 000 euros tous les 3 ans. Donc des équipements comme des alarmes lumineuses visuelles, des boucles magnétiques dans les salles de réunion, tout ce qui est téléphonie adaptée, matériel compatible de connexion audio, comme par exemple du matériel qui va être connecté à l'ordinateur, qui est compatible avec des prothèses auditives pour recevoir
le son dans les prothèses. Tout ce qui est amplificateur d'écoute aussi, les casques audio spécifiques peuvent être pris en charge dans le cadre de cette aide catalogue. On va aussi potentiellement financer des matériels très spécifiques qui peuvent être, on a eu le cas de matériel accroché à des branches de lunettes. Donc ça, c'est dans la fiche catalogue autres prothèses et orthèses qui peut être mobilisée. Et puis, bien sûr, dans le cadre de la pandémie, il y a un focus particulier qui est réalisé dans le cadre du travail à distance, que ce soit télétravail ou autre. Et l'idée, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour aménager en fait l'environnement du travail. Donc, on va aussi cofinancer les équipements de visio-interprétation à domicile dans le cadre du travail à distance. Donc, on y reviendra un peu plus tard dans le webinaire avec des témoignages sur le télétravail. Nous avons aussi mobilisé une nouvelle aide liée à la pandémie, qui sont les masques inclusifs, les masques transparents. Donc, nous appliquons une franchise pour chaque masque de 3 €. Donc, c'est le coût minimum supporté par l'employeur, avec un montant de prise en charge maximum unitaire plafonné à 5 €. Donc, par exemple, un masque qui va coûter 8 €, le FIP va financer 5 € et ce sera donc TTC qu'il faudra noter. Voilà, donc j'en ai terminé avec les aides catalogues. Maintenant, je vais juste vous faire un très rapide focus sur les aides mobilisables hors catalogue, mais je vais laisser nos partenaires en parler bien mieux que moi. Donc, il y a tout d'abord la prestation d'appui spécifique qui est mobilisable dans le cadre de la convention de coopération avec la GFIP. Donc, le FIP et la GFIP ont signé en fait une convention de coopération. Elle est inscrite dans la loi du 11 février. Et depuis 2008, en fait, nous sommes en partenariat, ce qui permet de mobiliser des prestations conjointes. Donc, la PAS, c'est une prestation d'appui spécifique qui est mobilisable donc gratuitement par les employeurs publics, donc pour l'insertion ou pour le maintien d'une personne en situation de handicap. La prescription, elle est possible par un Cap emploi, par Pôle emploi ou une mission locale, c'est-à-dire les services publics de l'emploi, par un CDG sous convention ou directement par le médecin du travail d'un employeur sous convention FIPHFP. Donc, dès qu'un employeur ou un CDG est sous convention FIPHFP, il peut mobiliser directement la prestation. Elle est à activer pour réaliser notamment un diagnostic, initier un accompagnement qui va être limité dans le temps. Le gros avantage, c'est qu'elle est rapidement mobilisable, notamment en cas d'urgence. Et effectivement, moi, je souhaite faire connaître les prestations d'appui spécifiques parce que je me suis rendu compte que les passes maintien en 2020 ont été assez peu mobilisées par les employeurs publics. J'en ai vu que 44 sur les passes auditives. Donc, c'est vrai que la pandémie a été peut-être une année un peu particulière, mais n'hésitez pas, en tout cas en tant qu'employeur public, à avoir recours aux prestations d'appui spécifiques. Il y en a une partie du handicap et aujourd'hui, on va zoomer sur la passe auditive avec Aris France. Enfin, une action innovante, InfoSens, dans le cadre de notre convention employeur avec l'Institut national des jeunes sourds de Paris, qu'on a renouvelé en fait en décembre 2020, donc pour 3 ans. Et InfoSens, en fait, son objectif, c'est informer, orienter, accompagner le secteur public, les acteurs de la fonction publique, les écoles de la fonction publique aussi, en proposant des webinaires comme information, sensibilisation, les surdités dans le monde du travail, des interventions et des accompagnements, donc de l'information, de la sensibilisation aux surdités, de l'expertise sur les dispositifs d'accessibilité, de l'accompagnement dans les politiques d'inclusion, et enfin des modules d'information et de formation comme management des surdités et enjeux politiques et surdités. Voilà, je vais laisser maintenant nos partenaires prendre la parole et je vous remercie pour votre attention. Donc, on va vous présenter avec Frédéric et Laetitia InfoSens, le centre d'appui d'expertise en surdité. Lancé, donc, diapo suivante, s'il vous plaît, en décembre 2020. Peut-être juste, je vais revenir sur l'historique et pourquoi nous avons créé InfoSens. Auparavant, à GNJS, il y avait le Centre de promotion sociale des adultes sourds qui avait été créé en 1980 et qui avait comme mission de répondre aux carences des pouvoirs publics pour accompagner les personnes sourdes dans leur quotidien. Comme vous le savez, depuis la loi du 11 février 2005 sur le handicap, on est passé d'une logique intégrative, c'est-à-dire que c'est à la personne en situation de handicap de faire tout son possible pour s'adapter à la société, à une logique inclusive, là où c'est la société qui met en place des aménagements pour faciliter
l'accueil de la personne en situation de handicap. Et donc, il nous paraissait important d'accompagner acteurs publics et privés, également informer les personnes sourdes et malentendantes, et non plus répondre aux carences des services publics, mais les accompagner. Dans cette logique, plusieurs partenaires se sont regroupés pour créer InfoSens, donc l'Institut national de jeunes sourds de Paris, la région Île-de-France, la Fédération hospitalière de France, la Fondation pour l'audition, le réseau francilien surdité, qui est un réseau qui regroupe plusieurs établissements dans le champ de la surdité en Île-de-France. Et nous sommes soutenus depuis le début par le FIP en tant qu'action innovante, comme l'a dit Nathalie Droz. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous nous sommes réunis autour de deux objectifs: accompagner la personne sourde et malentendante dans son parcours de vie, et également sensibiliser et accompagner les acteurs publics et privés pour une accessibilité et une inclusion complète. Diapo suivante. Pour ce faire, on a défini 3 axes. Le premier est d'informer autour des surdités, avec principalement des sensibilisations. Cela se concrétise autour d'un accueil. Nous sommes un service public, donc nous pouvons être saisis sans dépenses supplémentaires par les personnes qui font appel à nous. Donc on informe, on met en place des enquêtes, on diffuse des enquêtes, des cartographies, des données pour orienter au mieux les personnes qui font appel à nous, et aussi pour identifier les carences, les difficultés, et pour agir afin d'accompagner, par exemple, à l'accessibilité d'un commissariat pour les personnes sourdes et malentendantes. On œuvre aussi tout le long du parcours de vie, notamment le parcours de santé, du dépistage à J+2 jusqu'à la presbyacousie, qui est la surdité liée à l'âge. On va essayer de garantir l'accessibilité au parcours de soins aux personnes sourdes et malentendantes. Et enfin, on œuvre principalement actuellement avec le FIP dans la fonction publique pour l'inclusion des personnes sourdes dans le monde du travail et le maintien dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on va conseiller, informer sur les surdités et aussi axer nos interventions sur le bien-être au travail. En effet, la surdité peut exclure et peut créer également des crispations dans le milieu du travail, mais Laetitia vous en parlera. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc concrètement, comment on peut aider, comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner? C'est avant tout en informant. Donc on développe des formats de webinaires et de séminaires. Avec, par exemple, le mois dernier, nous étions à la direction des affaires scolaires de la mairie de Paris pour informer les professionnels qui travaillent autour des jeunes enfants, dont des enfants sourds, pour leur expliquer comment communiquer avec eux, comment interagir avec des enfants sourds et comment aussi s'adapter pour une meilleure inclusion des enfants dans le milieu scolaire. Ce sont aussi des interventions et des accompagnements. Donc, avec un peu plus qu'une information, ça va être développer un accompagnement sur le long terme donc là, on voit un exemple, l'OFI, la plaquette Être sourd et migrant. Donc, ça va être des sensibilisations, des formations. Par exemple, en l'occurrence, pour l'OFI, nous accompagnons donc l'OFI, qui est l'Office français d'intégration et d'immigration, qui accueille les personnes sourdes, enfin toutes les personnes migrantes sur le territoire français. On les accompagne pour mettre en place un parcours complémentaire pour les personnes sourdes qui, aujourd'hui, n'ont pas le droit à une formation professionnelle et civique. Donc, on a mis en place un annuaire, des formations pour apprendre au personnel, aux agents de l'OFI à diriger les personnes en fonction de leur profil, si elles sont plus dans l'oral, dans la langue des signes, mais on reviendra sur ces notions-là par la suite. Et donc, en plus, on leur propose également des supports, on va dire des plaquettes. Ça peut être des capsules vidéo pour les accompagner, avant tout pour expliquer, mais aussi pour les orienter. Mettons, en l'occurrence, sur cette plaquette, on explique comment orienter une personne en fonction de son profil, comment communiquer avec une personne sourde, parce que nous verrons également qu'il y a des bonnes pratiques pour faciliter la communication avec une personne sourde. Et enfin, j'insiste sur le dernier point, on revient beaucoup sur l'aspect d'inclusion dans le monde du travail, avec notre envie d'œuvrer sur le bien-être et surtout sur le maintien dans l'emploi, parce qu'il y a un cadre législatif, mais il y a aussi la nécessité d'accompagner sur le long terme une personne sourde dans le monde du travail. Donc maintenant, on va vous faire un petit focus sur la surdité. Qu'est-ce que la surdité? Et ensuite, on abordera les grandes problématiques dans le monde du travail. Je vais laisser la parole à Frédéric. Merci. Donc, un certain nombre de personnes sont atteintes de surdité, surdité qu'on appelle donc une perte de l'acuité auditive.
On considère qu'il y a près de 0,3% de la population totale qui souffre d'une surdité complète. D'emblée, il faut dire que l'incidence liée à la surdité, c'est la communication et le problème de la mise en interaction entre deux personnes, dont une qui est justement en difficulté pour comprendre son interlocuteur. Il y a plus de 7 millions de personnes qui reconnaissent avoir un problème de déficience auditive ou de compréhension dans son interaction, soit près de plus de 11% de la population en France. Alors, du point de vue de l'aspect médical, parce qu'il faut quand même appréhender aussi la surdité et surtout la surdité sur un aspect, on pourrait dire anthropologique, mais là pour comprendre comment l'oreille fonctionne et comment il se fait qu'elle ne fonctionne pas. Voilà un petit schéma qui vous montre les trois parties les plus essentielles à comprendre dans l'oreille, dans son anatomie. C'est l'oreille externe, la moyenne et l'oreille interne, sachant que les surdité les plus conséquentes, les plus graves, touchent l'organe interne, en l'occurrence là où se situe le siège de la surdité, où se situent les cellules de l'audition dans la cochlée. Sur la partie oreille moyenne avec les osselets ou l'oreille externe, il peut y avoir des lésions, il peut y avoir des malformations qui occasionnent des surdités, mais maintenant on est tout à fait capable dans le cadre des chirurgies réparatrices de reconstituer par exemple la chaîne des osselets lorsqu'il y a des lésions, ou bien lorsque le tympan est déchiré, il y a aussi moyen de pouvoir réparer. Là aussi beaucoup plus compliqué, c'est lorsqu'on rentre dans l'oreille interne, puisqu'on rentre véritablement dans la partie cérébrale. Alors que ça se situe au niveau de la cochlée comme au niveau des nerfs auditifs. Sur la diapositive suivante, on peut voir une simulation. Si on peut passer la diapositive suivante. Voilà, c'est une simulation. Une illustration, voilà. Ça veut dire qu'on va, voilà, c'est la façon de voir comment, si on met en action l'animation, on va voir comment l'onde sonore se propage et rentre dans. Voilà, ce tympan qui est une fine membrane extrêmement sensible qui là, on va être dans une transmission mécanique avec les trois osselets dans l'oreille moyenne pour pouvoir après agir, là on sera sur une transmission hydraulique dans l'oreille interne après cet osselet final qui est l'étrier. On va rentrer dans la cochlée avec les cellules ciliées qui sont mis en action et qui vont agir là, sur une transmission électrique au niveau des nerfs auditifs pour envoyer l'information directement au cerveau. Voilà, assez simplement comment le flux sonore agit sur l'oreille externe, moyenne et interne, et après via les nerfs auditifs au niveau du tronc cérébral pour pouvoir traiter l'information. Alors, du point de vue médical, on a bien dit tout à l'heure que c'est sur l'oreille interne qu'il y avait peut-être les plus de lésions avec des incidences particulières. Les surdités sont polymorphes. C'est vraiment là une des caractéristiques qu'il faut retenir. Il n'y a pas une surdité, il y a, on pourrait dire, autant de surdités qu'il y a peut-être d'individus sourds. Ceci étant, il y a tout de même une classification qu'on classifie ainsi de surdité légère jusqu'à surdité profonde. Alors, on voit les pertes que cela occasionne en termes de décibels, et on peut considérer qu'il y a une incidence sur la communication, sur la langue, et notamment sur les surdité congénitale, sur l'appropriation de la langue, à partir des surdités moyennes, troisième groupe, et surdités sévères, et bien plus conséquemment, bien sûr, sur les surdités profondes. Alors, on a des illustrations. Alors, ce sont juste des illustrations sur à quoi correspondent ces surdités en termes de perception. Alors, audition normale. Dans la plaine de Lambaké, lorsque le mil est semé,
Les pintades vont dans le champ pour déterrer les graines et les manger. Dans la plaine de l'Ambaké, lorsque le mil est semé, les pintades vont dans le champ pour déterrer les graines et les manger. Dans la plaine de l'Ambaké, lorsque le mil est semé, les pintades vont dans le champ pour déterrer les graines et les manger. Mais alors là, normalement, vous avez dû très mal entendre les différents discours de la jeune fille. Alors, il est certain que moi, j'ai même eu du mal à comprendre sur la partie perte entre 20 et 40 dB, ce qui est sans doute lié aussi à mon âge, à ma presbyacousie qui commence à me gagner. Mais vous voyez la façon dont on perd en décibels et on perd très souvent dans les sonorités acquises comme les sonorités congénitales sur la partie des fréquences aiguës. Donc on voit bien que le message oral tel qu'il a été adressé, dès les sonorités moyennes, on commence à avoir une difficulté de compréhension. Alors, on ne vous a pas bien surpassé le message sur la sonorité profonde, parce que là, ça correspond à une espèce de borborhythme, où passent quelques phonèmes de fréquences graves. Mais sinon, bien sûr, c'est tout à fait incompréhensible. Et il faut savoir qu'il y a des sonorités totales, elles sont assez rares, mais elles existent, ce qu'on appelle des cophoses. Alors, il y a un certain nombre de stéréotypes liés à ça, c'est que s'il est sourd, il n'entend rien. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas cophotique. Et sur ces stéréotypes, je vais laisser la parole à Laetitia, qui va peut-être... Ah non, je vais être partie là. Donc, je disais que la cophose, c'est la sonorité totale. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une absence du nerf auditif. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune possibilité de traiter l'information sonore. Ceci étant, c'est assez rare. Considérer que quand on dit qu'une personne qu'elle est sourde, il faut quand même considérer que la plupart du temps qu'il y a des restes auditifs. Il y a d'autant plus des restes auditifs qu'il y a aussi des moyens pour pouvoir réhabiliter cette audition via des appareils auditifs qu'on a vus justement précédemment. Différentes de niveaux de sophistication et qui permettent, dans la plupart des cas, surtout pour les sonorités moyennes et sévères, de bien réhabiliter l'audition. Alors, l'origine et type de surdité, il faut bien séparer les sonorités congénitales, c'est-à-dire liées à la naissance, qui sont d'origine maintenant en majorité liées à la génétique, à l'hérédité. Il y a des sonorités syndromiques, ça veut dire qui s'accompagnent aussi d'autres troubles ou d'autres handicaps, des syndromes assez graves, comme par exemple le syndrome de charge ou le syndrome de Usher, où ce sont des sonorités qui s'accompagnent aussi d'une perte de la vue, avec une cécité qui s'installe, une perte de la vue au niveau tubulaire, et puis on a aussi des congénitales qui s'accompagnent d'une malformation de l'oreille. Il faut bien différencier de la sonorité acquise. Ça peut venir d'infections, de traumatismes sonores très importants. Ça peut être aussi un traitement lié, par exemple, à certains cancers qui peuvent réduire à néant l'acuité auditive. Et puis, il y a la sonorité liée à l'âge, qu'on appelle la presbyacousie. Ces deux sonorités, on voit deux classifications bien différentes, parce que sonorité congénitale, ça engage quand même des enfants qui vont devoir rentrer dans une langue qu'ils n'ont jamais entendue. Alors que les sonorités acquises, il n'y a pas ce problème-là qui se pose, qui pose d'autres problèmes, mais tout du moins, c'est que dans la prise en charge ou dans l'accompagnement, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, sur les sonorités congénitales, il y a deux possibilités pour accompagner les jeunes enfants, selon les modes de communication qui seront choisis par cet enfant et en accord bien sûr avec ses parents, la langue des signes ou le français oral et le PC. Et ça, c'est toujours pas Laetitia. Donc, sur la langue des signes, c'est une langue, à ce titre, bien sûr, elle s'apprend comme toutes les autres langues en étant en confrontation et en fréquentant des locuteurs sourds. C'est une langue à une grammaire spatiale qui est quand même assez complexe dans le sens où ça rentre dans une dimension visio-gestuelle que les entendants n'ont pas l'habitude d'appréhender, hein, puisque notre langue audiophonatoire est très linéaire. Elle n'est pas du tout construite sur la contrainte du monde de l'espace, plutôt sur la contrainte du monde sonore. Et il y a une autre catégorie de sourds
congénitaux qui rentrent dans la langue française orale, alors bien sûr s'accompagnant d'une réhabilitation, c'est-à-dire appareillage, ou implant cochléaire, on verra tout de suite après, et qui s'accompagnent aussi sur la réception du français oral LPC, langue parlée complétée. Ce n'est pas une langue, c'est un code qui s'accompagne des propos de la langue française. Ce code permet de désambiguïser l'ensemble des phonèmes qu'on qualifie de sosie-labiaux ou de phonèmes qu'on ne peut absolument pas voir. Parce que la lecture labiale est grandement insuffisante pour comprendre un message. C'est un mythe de considérer que des sourds comprennent 100% du message par la lecture labiale. Les meilleurs lecteurs labiaux peuvent a priori avoir entre 25 et 30% de compréhension à partir d'un message par la lecture labiale. Le LPC est véritablement un code manuel qui s'accompagne syllabe par syllabe pour désambiguïser l'ensemble des propos et de la chaîne parlée. Ça permet véritablement de voir la chaîne parlée qu'on ne peut pas entendre. Bien différencier ces deux modes de communication, puisque ça engage bien sûr deux accompagnements totalement différents auprès des jeunes sourds dès le plus jeune âge. D'autres stéréotypes qui sont liés à ça, c'est que la langue des signes est beaucoup plébiscitée à l'heure actuelle, elle est beaucoup médiatisée, notamment dans le cadre de la Covid. On a vu beaucoup d'interventions avec des interprètes qui étaient présents. C'est que dans la société, on a commencé à avoir beaucoup de personnes qui considéraient que les surdité congénitale, c'était forcément des surdités qui s'accompagnaient de la langue des signes. Or, il y a quand même une grande proportion, même plus importante pour tout dire, de jeunes sourds qui ont pour projet la langue française orale avec ou sans LPC. La partie langue des signes qui est assez particulière puisqu'elle relève aussi d'une revendication identitaire, d'une culture et d'une communauté sourde, ne représente pas la majorité des surdités congénitales. Et un autre stéréotype fort, c'est les personnes sont muettes, comme on le disait au XIXe siècle, les sourds muets. Non, ce terme-là n'est plus du tout en usage, d'abord parce que la muetité renvoie quand même à quelque chose de très péjoratif. D'un point de vue philosophique, c'est vraiment un être privé de langage, donc privé de raison et privé d'intelligence. Les personnes sourdes ne sont en général pas muettes. Ce qui fait un petit peu la confusion, c'est bien distinguer les sourds oralisants et les sourds signants. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de mutité. Alors, pour l'ensemble de ces surdités, à partir des surdités moyennes, en l'occurrence, il y a un certain nombre d'aides prothétiques, que ce soit pour les surdités congénitales comme pour les surdités acquises. Alors, vous les connaissez peut-être parce que des fois, on en voit les publicités des prothèses auditives qui sont extrêmement discrètes, qui s'appellent des intraconques, c'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement pas. Alors, ça va, ça concerne quand même des surdités peu conséquentes, notamment des surdités moyennes ou légères. Après, lorsqu'on veut vraiment, on rentre dans une surdité profonde et sévère, on est là dans des prothèses beaucoup plus importantes avec des contours d'oreilles. Enfin, si on compare avec les prothèses des années 70, ça n'a plus rien à voir. On est quand même sur un confort qui est vraiment très intéressant. Et puis, il y a bien sûr maintenant ce qu'on appelle la superprothèse, l'implant cochléaire, qui ne fonctionne pas du tout sur le même modèle que les autres, puisque là, ça engage un geste chirurgical, puisqu'il y a un processeur interne avec une série d'électrodes qui est introduite dans la cochlée et qui est mis en connexion avec un microprocesseur externe. Donc, vous voyez là à l'écran l'illustration, puisqu'il y a un traitement directement au niveau de la boîte crânienne avec un processus aimanté, donc traitement numérique qui est renvoyé directement dans la cochlée avec un signal électrique. L'implant cochléaire, c'est une superprothèse. Attention, parce que beaucoup de personnes considèrent que l'implant cochléaire permet de devenir entendant. Ce n'est pas le cas, ça se saurait, ce n'est pas le cas, mais il n'empêche que ça apporte des performances supérieures aux prothèses classiques, surtout sur les surdité congénitale. Voilà, d'autres stéréotypes, et là je laisse la parole à Laetitia sur ce stéréotype-là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à préciser que je suis surtout prof de licence
J'espère que vous allez m'entendre et surtout me comprendre. Donc, une personne sourde peut réagir à un bruit de voix et ne pas comprendre ce qu'on lui dit du fait de la difficulté du déchiffrage du message. C'est pourquoi les informations complémentaires sont indispensables. Les expressions du visage, les gestes, les supports visuels, les sous-titres des vidéos. Ensuite, il faut savoir que de nombreux obstacles se pressent sur la route de la professionnalisation des personnes sourdes et malentendantes. Contrairement aux entendants, les sourds sont coupés des espaces sonores où les informations défilent et sont retenues par les personnes n'ayant pas de problème auditif. Parmi les problématiques sur le lieu de travail, pour l'agent sourd, nous avons retenu 3 points essentiels parmi d'autres. En premier lieu, nous allons aborder les aspects de l'environnement acoustique. Le milieu professionnel peut être particulièrement bruyant et sonore, notamment dans les open space. L'agent sourd peut être dérangé par les bruits de photocopieuses, les conversations téléphoniques, les sonneries, ce qui peut remettre en cause sa forte concentration, ce qui peut entraîner sa fatigabilité. Il faut savoir, dans mon précédent poste, mon bureau était situé dans un open space, mais je n'avais pas la visibilité de tous mes collègues. Certains se trouvaient derrière moi et il y avait des bruits parasites comme les clics d'un stylo, les bruits des claviers. Et étant gêné par les bruits répétitifs, j'ai essayé de les identifier en dévisageant mes collègues. Et ce qui a provoqué leur étonnement, parce qu'ils étaient persuadés que je n'entendais pas du tout. Et j'ai expliqué que je pouvais entendre certains sons avec mon appareil cochléaire, mais que j'avais besoin de voir pour comprendre d'où venait le son. Et malgré ces explications, ces personnes demeurent dubitatives. Aussi, il est important de préciser qu'entendre n'est pas comprendre. Ensuite, sur le plan visuel, il faut retenir que les personnes sourdes de naissance développent un sens de la perception visuelle précis. Les mouvements, les déplacements peuvent déconcerter l'agent sourd dans ce travail. C'est comme pour les agents entendants qui peuvent être gênés par les bruits. Les sourds ont besoin de bien voir le visage de leurs interlocuteurs pour lire sur les lèvres, mais ils peuvent être vite fatigués au niveau de la vue qui est en permanence sollicitée. Il est important de veiller à retirer les obstacles visuels pour qu'ils ne soient pas surpris par l'apparition soudaine d'une personne dans ce champ de vision. Mon médecin du travail m'avait délivré une fiche d'aptitude en mettant en avant l'importance de l'aménagement de mon poste. Et mon bureau devait être placé dans un angle afin de voir tous mes collègues. Et des nouveaux collègues sont arrivés suite à un transfert d'activité. Et j'ai changé de bureau. Et là, je me suis retrouvée éloignée des autres en ne voyant que seulement la moitié du service. Ceci m'a mis en difficulté car j'avais accès à moins d'informations et mes collègues avaient moins le réflexe de venir me voir, comme j'étais plus loin géographiquement. Les situations de groupe peuvent être redoutées par les personnes sourdes. Plusieurs paramètres tels que le nombre de participants à partir de 3 personnes, l'absence de l'interprète LSF ou du codeur LPC, le non-respect du tour de parole, les conversations croisées ne facilitent pas la compréhension. La participation de l'agent sourd se trouve limitée et c'est pourtant dans ces moments d'échange que les informations sont vitales. La cantine est un lieu de repos, on est bien d'accord, mais relativement bruyant. Et il est compliqué pour la personne sourde de lire sur les lèvres autour d'une table rectangulaire de plusieurs collègues et de manger en même temps. Et ce n'est pas forcément un moment de détente. Il faut savoir, au début, je participais avec enthousiasme au repas avec mes collègues. C'était l'occasion de faire connaissance et de pouvoir échanger les informations. Alors, nous nous retrouvions souvent à 6 ou 10 personnes. Par moments, certains prenaient le temps de me répéter, mais quand le débit était trop rapide ou quand le débat était intense,
on me sortait très souvent la réponse ce n'est pas intéressant ou je t'expliquerai plus tard. Et je me sentais de plus en plus isolée, ce qui était paradoxal car je connaissais beaucoup de personnes comme je faisais partie des plus anciens. Et au bout de 8 ans, j'ai fini par jeter les bouges en acceptant de manger seule ou avec un ou deux collègues pour finalement apprécier davantage ces moments. Cette décision n'est pas toujours comprise par les collègues. Alors, il faut savoir, il y a aussi un autre exemple pour illustrer ces situations, les formations. Alors, les formations ne sont pas forcément adaptées à la situation de l'agent sourd, parce que certains sourds ne demandent pas de les suivre, car cela mobilise énormément d'énergie. Et ceci est compliqué pour eux de suivre les conversations croisées entre le formateur et les autres collègues. Et de suivre les consignes sur ordinateur en même temps que de regarder le formateur ainsi que le codeur ou l'interprète. En général, la personne sourde se trouve au premier rang afin d'avoir une meilleure visibilité sur le formateur, mais elle ne peut pas voir les autres participants. Les événements au sein des services sont parfois boycottés par les agents sourds s'il n'y a pas d'aide humaine, car lire sur les lèvres toute la journée et le soir représente considérablement de l'énergie et entraîne une grosse fatigabilité. En ce qui concerne le mode de transmission des informations, l'agent sourd ne peut pas saisir toutes les informations lors des échanges, des conversations croisées, des formations, des pauses café. Il lui est difficile de distinguer les informations personnelles et professionnelles. Moi, ça m'arrivait parfois d'apprendre par des personnes d'autres services des informations concernant l'organisation de mon service. Et cependant, je rappelais systématiquement à mes collègues de me transmettre les nouveautés. Mais je n'avais pas accès au bruit de couloir. Et les discussions entre deux portes sont relativement importantes dans la vie d'un service. Ensuite, on va passer à la société de travail. Alors, en ce qui concerne le travail à distance, alors, certaines difficultés rencontrées par les personnes sourdes sont le bug, la panne de connexion, les problèmes de son, ou l'image figée ou pixelisée, la mauvaise qualité de la Wi-Fi. Le son, il peut continuer à fonctionner, tandis que l'image peut être figée, et ce qui empêche la personne sourde de recourir à la lecture labiale. Et là, cela peut entraver la qualité du travail à distance. Mais les agents sourds sont moins frustrés de ne pas rater autant d'informations que sur place, surtout depuis le port des masques obligatoires. Depuis la mise en place du télétravail, certains agents ont constaté qu'ils sont plus productifs et efficaces parce qu'ils ne sont plus agressés par les bruits dans les services qui sont source de gêne. Ils sont plus facilement concentrés comme il n'y a plus d'interruption de la part des collègues, car les conditions de réception du message sont plus compliquées que pour les entendants. Et ils ne connaissent plus ces moments de stress ou d'isolement durant les pauses de déjeuner. Ensuite, on va passer à l'accessibilité numérique. Cela consiste à rendre les services en ligne et les outils numériques accessibles à tous. Les difficultés liées à l'accessibilité numérique sont les vidéos non sous-titrées et non accessibles en langue des signes française. Les textes toujours non pas accessibles sur Internet, pour les personnes sourdes qui maîtrisent difficilement la langue écrite. Donc, le recours au FAQ, c'est facile à lire et à comprendre, permet à ces personnes une meilleure compréhension. L'absence de l'accès téléphonique qui peut entraîner la non-autonomie de l'agent, sourd qu'il se trouve obligé de faire appel à ses collègues entendants. La mauvaise qualité des sous-titres automatiques.
Le manque d'accessibilité des formations et réunions est un problème pour certaines personnes sourdes. Sans aide, c'est la globalité du message qui est brouillée. De plus, cela joue également un rôle sur l'autonomie et l'accessibilité. Aussi, les centres relais téléphoniques et les aides humaines à distance permettent à l'agent sourd de participer aux réunions et aux formations sans avoir à faire répéter à chaque fois un cas d'incompréhension et de suivre de manière autonome à 100%. Avec le webinaire, il faut savoir, avec la crise sanitaire, de plus en plus de webinaires se mettent en place. L'écoute des échanges à distance avec plusieurs interlocuteurs génère une grande concentration et un supplément de fatigue. Et il est compliqué pour la personne sourde de suivre de manière fluide en restant concentrée pendant toute la durée du webinaire. Au sein des applications Zoom ou Teams, la vignette des participants est minuscule, donc cela complique la compréhension de la lecture labiale. L'image peut être de mauvaise qualité et peut empêcher la personne sourde de voir le visage des participants. Là, j'ai assisté à un webinaire récemment et là, tout de suite, j'ai signalé ma surdité ainsi que la présence de la codeuse aux formateurs et aux participants. Et à un moment donné, plusieurs personnes parlaient en même temps et la codeuse était en difficulté pour transmettre le message. Et quand un terme échappait, la codeuse, elle demandait à la personne concernée de répéter. Et cela a été bénéfique pour tout le monde, parce que certaines personnes n'osaient pas le demander. Alors, InfoSens, pour savoir, vous informe sur les bonnes pratiques pour l'accueil et le maintien dans l'emploi d'une personne sourde. De plus, nous vous orientons vers des professionnels spécialisés comme Cap Emploi, SAMET, etc. Il existe des organismes spécialisés pour l'aménagement matériel, par exemple. Ensuite, on va aborder les supports matériels et technologiques. Sur le plan des solutions parmi d'autres qui concernent l'environnement acoustique, nous ont retenu l'attention. C'est respecter la prise de parole autour du ballon, le ballon rond. Lors des réunions, des formations en présentiel et à distance. Pas d'interruption, pas d'enchaînement rapide, afin de permettre à l'agent sourd d'intervenir librement. Pour les webinaires, il est important de fournir le matériel adapté pour les agents sourds, webcam, ordinateur portable, installation Télios ou Totateo. Assurer la qualité de son, couper le micro afin d'éviter le parasitage des bruits, ce qui peut être gênant pour le codeur et l'interprète. Depuis la sensibilisation auprès de mes collègues sur la surdité, nous avons décidé en accord commun de recourir au ballon lors de la réunion hebdomadaire afin de respecter la prise de parole de chacun. Et cette technique oblige la personne à se concentrer et à éviter de parler. Donc, grâce à cette solution, je n'ai pas perdu d'information. Et il faut savoir qu'il existe un décalage entre la réception et la compréhension du message chez la personne sourde. Concernant l'environnement visuel, nous avons choisi des exemples pertinents. L'orientation de l'espace de travail, c'est indispensable. Attention aux contre-jours, aux fenêtres et vitrées, aux portes derrière les bureaux. Et il est indispensable d'installer des flashs lumineux pour alerter les incendies afin de garantir la sécurité des agents sourds. Et ainsi, l'utilisation du tableau pour les informations. Alors, j'ai insisté sur la mise en place du tableau au sein du service pour échanger de manière plus fluide sur les informations, les ordres du jour des réunions. Et cela a été bénéfique pour l'ensemble de l'équipe et cela m'a permis d'avoir la visibilité de la vie du service. Ensuite, au niveau des aides humaines, pour les réunions
les formations ou les entretiens annuels, il est vital pour l'agent sourd de bénéficier des services de codeur, LPC, d'interprète LSF ou de vélotypiste en fonction de son choix linguistique. Cela lui permet de récolter les informations, de participer activement aux échanges, d'être acteur en présentiel ou en distanciel. Leur présence est rassurante et permet de rappeler à l'équipe l'existence de l'agent sourd parce que la surdité est un handicap invisible. Et les personnes sourdes ne perçoivent pas toujours les différentes tonalités de la voix qui sont source d'information pour les personnes entendantes comme l'ironie, les émotions, la colère, et ce qui peut parfois créer des malentendus. En la présence des aides humaines, cela permet aux sourds d'avoir accès à ces informations sonores grâce aux chaînes corporelles, aux expressions du visage. Et cela aide à anticiper le malaise, la gêne. Merci. Donc, merci Laetitia. Maintenant, on va passer aux bonnes pratiques pour échanger avec une personne sourde dans le monde du travail. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo d'un témoignage d'une personne sourde qui travaille avec nous sur ses difficultés de communication dans la vie professionnelle. Alors, ça dépend si l'examinateur ne prononce pas bien, s'il articule pas bien. Donc là, je serai en difficulté parce que je ne pourrais pas répondre correctement aux questions. Et après, le problème, c'est souvent quand il y a des examens, il y a plusieurs personnes. Il y a 1, 2, 3 personnes. Du coup, ce n'est pas facile de suivre les 3 personnes en même temps. Ce qui me gêne, c'est surtout les personnes qui parlent trop fort, qui veulent articuler trop, je ne sais pas comment dire, trop articulé. Ou les personnes, c'est sûr que ceux qui parlent trop doucement, qui n'articulent pas assez. Les personnes qui sont parfaites à comprendre, qui parlent naturellement, qui ne fassent pas attention à articuler trop ou pas. Surtout expression, surtout, parce que quand la personne entend parle avec une face froide, on ne sait pas, on ne ressent rien. Ah ouais. C'est important. Et aussi, j'ai oublié de dire, les personnes qui ont de barbe, de moustache, c'est très difficile à comprendre. Bien. Ensuite, quand le médecin nous examine, il ne reste pas en face, il va bouger autour. Du coup, quand il nous examine, il part en même temps. Là, je ne peux pas les suivre. Donc souvent, là, je dis, attendez, vous pouvez expliquer à la fin. La difficulté, il y a des personnes sourdes qui signent et qui oralisent. Moi, on ne voit pas que je suis sourde. Donc, du coup, les personnes vont dire, vous parlez, pourquoi vous ne comprenez pas? Là, il faut que j'explique. C'est pareil, je ne vois pas la bouche, je ne comprends pas. Là, la personne, je vois les yeux qui bougent, donc elle écrit les mots sur le feuille. Alors voilà, Lucia nous explique les bonnes pratiques. Donc il est important de regarder la personne en face, de faire des pauses lorsqu'on fait des phrases longues, de ne pas être à contre-jour. C'est l'expression du visage et les mains qui doivent aussi accompagner notre discours. En conclusion, on a mené une enquête, InfoSens a lancé une enquête récemment auprès des personnes sourdes qui travaillent, et on a constaté que 40% de ces personnes se sentent discriminées du fait de leur surdité. Donc, si on devait conclure et vous faire passer un message, c'est qu'avant tout, il est important de recueillir les points de vue des salariés sur les situations de travail problématiques. En effet, on a vu à travers les témoignages de Laetitia et les explications de Frédéric et Laetitia qu'il existait autant de surdité que de personnes et donc autant de besoins. Donc, il ne faut pas prévoir l'arrivée d'une personne sourde avant qu'elle vous ait dit ce dont elle avait besoin, mais c'est avec la personne sourde qu'il faut co-construire les aménagements de son poste et de l'agent sourd. Et enfin, il y a aussi, n'hésitez pas à faire appel à nous sur les questions de bien-être au travail pour le maintien dans l'emploi et aussi sur les questions de presbyacousie, car toute personne perd de l'audition à partir de 50 ans et donc en fin de carrière, il y a une baisse d'audition pour certaines personnes qui peut être handicapante dans le monde du travail. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous sur ces questions-là. En tout cas, on vous remercie de votre attention sur ce sujet et on laisse la parole à Aris.
Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse effectivement la parole à Sandra Fanon et Charlotte Nivez. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, ARIS a été créé donc, en 1996 sur Paris. Donc, on est situé au 90 rue de Barreau, dans le 13e arrondissement. C'est la plus grosse association d'interprètes en langue des signes de France. On intervient donc énormément sur des aides humaines. Donc, comme le disait l'INJS, nous avons des interprètes en langue des signes, des codeurs en langue française parlée complétée, des interfaces de communication, des transcripteurs à l'écrit. On a également un service de médiation, un service de recherche d'emploi avec un conseiller en insertion professionnelle, une ergonome, Charlotte, qui est à mes côtés, un réseau d'auto-école, donc un réseau parce que donc la première auto-école s'est créée donc sur Paris. Nous sommes en train de créer également en Normandie une autre auto-école. Donc c'est vraiment, on a un agrément spécifique avec des moniteurs qui sont bilingues en langue des signes. Donc le code de la route est accessible également en langue des signes. Nous avons également une deuxième auto-école qui s'est créée dans le 77 en partenariat avec donc le CRP de Coubert. Et nous avons donc un centre de formation qui est bientôt donc l'agrément Calliope. Le centre de formation donc propose des sensibilisations à la surdité, des cours de langue des signes, des remises à niveau de français, anglais, espagnol, des cours d'informatique. Donc tous ces cours sont donnés bien sûr en langue des signes. Voilà, l'objectif d'ARIS, c'est vraiment l'accompagnement, l'intégration, l'accessibilité, l'autonomie, ce qui est très important, et vraiment avoir une cohésion. Et on fait vraiment le pont entre les deux mondes, entre le mieux travailler ensemble, entre les sourds et les entendants, les malentendants, bien sûr. Donc, nous avions évoqué donc, tout ce qui était donc, la GFIP. Donc, ARIS est détenteur du marché de la GFIP sur l'Île-de-France, sur la Corse, également en Normandie. Donc, on est détenteur du marché depuis 2010 sur donc la prestation d'appui spécifique qui se décline du coup en 5 prestations. Donc, le prédiagnostic. Le prédiagnostic, ça permet de déterminer le handicap prégnant, c'est-à-dire donc notamment sur des situations de multi-handicap. Ensuite, on a tout ce qui est donc bilan complémentaire. C'est vraiment apporter en fait un premier éclairage sur le bénéficiaire et sur le mode de compensation. L'appui expert sur le projet professionnel. C'est apporter en fait un éclairage sur le projet professionnel envisagé par la personne sourde. Donc, on fait tout ce qui va être évaluation des capacités fonctionnelles. L'objectif, c'est d'évaluer la situation globale de la personne en s'appuyant donc sur des données cliniques, sociologiques. L'identification et développement des techniques de compensation. Ça veut dire que ça va être identifier avec la personne les modalités de compensation. Comme on a pu évoquer précédemment, on a plein d'aides humaines différentes qui seront adaptées en fonction du profil et en fonction du choix de la personne. L'appui expert à la réalisation du projet professionnel. Ça permet vraiment de définir les conditions qui sont à réunir pour que le projet professionnel soit réalisable. Donc tout ça, c'est un accord bien entendu avec les acteurs donc, de la GFIP qui sont les conseillers Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale et notamment médecine du travail. Donc on va mettre en œuvre les techniques de compensation. Une fois qu'on a identifié l'intervenant qui était le plus adapté, on va mettre donc cette fois-ci en œuvre les techniques de compensation. On fait également tout ce qui est appui expert à l'organisme de formation. Ça va être pour mieux appréhender en fait la situation liée au handicap.
en ce qui concerne du coup les solutions qui vont être adaptées. Et l'appui expert pour prévenir et résoudre les situations de rupture. Donc là, on intervient quand il peut y avoir soit un conflit, soit mieux appréhender la situation en entreprise. Donc après, on a différentes aides humaines pour pouvoir intervenir sur les situations de rupture ou d'appréhender un peu plus la situation via soit donc des aides humaines à travers des médiateurs ou sur la partie un peu plus technique. Du coup, j'avais déjà évoqué à l'intérieur donc tout ce qui était voilà, l'évaluation, etc. Donc l'objectif, ça va être le maintien du coup dans l'emploi à travers différents modules. Donc en effet, pour qui toute personne donc pour qui ça s'adresse, donc c'est toutes les personnes en situation de handicap, à l'employeur. Donc on est là aussi pour sensibiliser les employeurs, leur expliquer comment on peut intervenir quand on accueille une personne sourde, notamment aussi auprès des organismes de formation, puisque la personne peut également vouloir évoluer sur son poste et avoir besoin donc de formation. Donc toutes les prestations d'appui spécifiques sont prescrites par les acteurs de la GFIP, donc Cap Emploi, Pôle Emploi, les employeurs privés, les entreprises privées sous convention avec la GFIP, et les organismes de réadaptation professionnelle. Alors, moi, je suis donc ergonome sur la structure ARIS et donc je vais vous présenter des exemples d'adaptation de situation de travail qui sont issus justement de ces passes en fait. C'est la façon dont on met en œuvre les passes, donc que ce soit avec effectivement la GFIP ou le FIP. Donc avant de rentrer plus en détail, je précise juste que ce que je vais évoquer en fait, ce sont des exemples. Chaque situation de travail est différente et chaque situation de travail doit faire l'objet d'une étude minutieuse des besoins liés à l'activité, liés aux communications. Donc, il y a vraiment une analyse très précise de la situation qui doit être faite et ce ne sont que des exemples que je vous donne. Il n'est pas question de copier-coller des solutions. C'est vraiment, on doit recueillir le besoin de façon très, très précise. Donc, le premier exemple que je vous propose, en fait, c'est l'exemple d'une personne qui est donc infirmière en milieu hospitalier. Et là, c'était dans le cadre d'une insertion, parce qu'on intervient à la fois dans l'insertion ou dans le maintien dans l'emploi. Donc là, c'était une personne donc, qui a une surdité dite moyenne, qui porte des prothèses auditives et qui est oraliste. Donc c'est une personne oralisante, c'est-à-dire qu'elle communique en langue française orale. La situation de travail, principalement donc les soins évidemment des résidents qu'elle accompagne, la communication avec les équipes et les résidents. C'est vraiment le cœur de son métier. Et les difficultés qu'elle rencontre principalement, ce sont lors des situations de réunion, les communications, donc toutes les formes de communication, c'est-à-dire comme ça a été évoqué tout à l'heure, les communications informelles sont consubstantielles de la situation de travail. C'est-à-dire que ça fait partie du travail. Tout ce qui se dit, les bruits de couloir, tout ce qui se dit entre collègues à la pause, etc., ça fait vraiment partie de la situation de travail. Et donc, les difficultés, c'est l'accès à cette communication-là. La prise d'informations nécessaires aux soins. Donc, par exemple, tout ce qui est battement du cœur, prise de tension, ce genre de choses, elle n'arrive pas à entendre en fait toutes ces informations sonores-là. Et elle n'arrive pas non plus à répondre au téléphone alors qu'elle doit être joignable en permanence. Et évidemment, toutes ces difficultés sont accentuées par le port du masque. En fait, on a eu beaucoup de demandes depuis que le port du masque est devenu obligatoire, donc principalement depuis le mois d'août. Voilà, les gens qui compensaient énormément et qui n'avaient pas forcément de difficultés parce qu'ils compensaient toute la journée, notamment par la lecture labiale, eh bien, se sont retrouvés vraiment en grande difficulté du fait du port du masque. Donc voilà sur cette situation. Est-ce qu'on peut pas... Merci beaucoup. Donc les solutions qui ont été mises en place principalement sur cette situation, ce sont des micro-déportés pour les réunions, pour les temps de communication en fait. Il y a également un téléphone adapté qui a été mis en place pour que la personne puisse répondre au téléphone
de façon tout à fait autonome, parce qu'elle était obligée de passer par un collègue, donc c'était vraiment gênant en termes d'autonomie. Nous avons mis en place également un stéthoscope adapté. Donc c'est un stéthoscope particulier qui permet en fait de rendre accessibles toutes les informations sonores dont elle avait besoin. Et nous avons mis en place également des masques inclusifs jetables. Donc ce sont des masques à fenêtres transparentes qui permettent d'avoir accès justement à la lecture labiale. Tous ces éléments en fait ont été testés. Tous ces dispositifs ont été testés pour validation, pour bien vérifier que ça correspond à la situation de travail. Si certains dispositifs n'avaient pas bien fonctionné ou ne correspondaient pas, eh bien, on en aurait mis d'autres en place. L'idée, c'est vraiment qu'une fois que l'intervention est terminée, la situation de travail soit vraiment adaptée. On peut passer à la seconde situation. Donc, la deuxième situation que je vous propose en exemple, c'est une personne donc, qui est agent à Pôle emploi et une personne donc, qui a une surdité profonde, qui ne porte pas de prothèse auditive et qui communique principalement en langue des signes. Il arrive parfois qu'en fait des personnes qui ne tirent aucun bénéfice de la prothèse auditive décident de ne plus porter les prothèses auditives. Donc voilà, c'est un choix personnel. Et voilà, si la personne estime que ça n'apporte rien en termes de compréhension, elle peut tout à fait choisir de ne pas les porter. Donc la situation de travail, c'est principalement un travail administratif, donc de la gestion de dossiers, gérer les demandes spécifiques des bénéficiaires. Voilà, si par exemple un bénéficiaire a des questions par rapport à son dossier, eh bien il doit pouvoir la contacter directement. Et cette personne doit pouvoir travailler vraiment en étroite collaboration avec son binôme. Il y a énormément d'informations qui sont échangées avec le binôme au long de la journée et elle doit avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est du traitement de dossier et donc des échanges au téléphone avec les demandeurs et les collègues. Donc, les difficultés principales, c'est justement la communication avec ce binôme, puisque du fait du port du masque, eh bien, la personne ne peut absolument pas lire sur les lèvres. Donc, la collègue était obligée de retirer son masque, de garder une distance de sécurité et de surarticuler tous les échanges. Donc, en termes de concentration pour la personne sourde, c'était vraiment très, très compliqué. Et ça générait une fatigue assez importante en fin de journée. La gestion des appels était aussi impossible, puisque du coup, elle ne pouvait pas utiliser un téléphone classique du fait de sa surdité. Et l'accessibilité des informations sonores n'était pas satisfaisante. Tout ce qui était alarme incendie, tout ce qui était, voilà, si une personne éventuellement frappe à sa porte, etc., ça n'était pas satisfaisant. Les situations de réunion n'étaient pas adaptées également et les situations de formation pouvaient poser problème aussi. Et évidemment, là encore, les difficultés étaient accentuées par le port du masque. Donc, ce qui a été mis en place pour cette personne, donc on a travaillé, est-ce que vous pouvez passer la diapositive suivante? Merci beaucoup. On a travaillé sur l'accessibilité des informations, donc la présence d'un interprète en langue des signes française pendant les formations et les situations de réunion. Donc, ça nécessite une organisation, hein, c'est-à-dire qu'en tant qu'ergonome, j'interviens à la fois pour proposer des solutions techniques, mais aussi des solutions organisationnelles. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire appel à un interprète en langue des signes, eh bien, il faut que les réunions soient programmées en amont. Et du coup, ça demande une petite gymnastique en termes d'organisation, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les services. Donc voilà, ça demande que les réunions soient prévues en amont. Pour qu'elles puissent recevoir des appels et émettre des appels pour échanger avec des collègues, des choses comme ça, il a été mis en place un système de centre relais. Donc, en fait, c'est une plateforme relais. Donc, on en a évoqué des exemples tout à l'heure, hein, Tadeo, Elios. C'est-à-dire qu'en fait, la personne a un numéro de téléphone. Donc, les bénéficiaires ou demandeurs peuvent la joindre directement. Elle peut leur répondre parce qu'un interprète en langue des signes traduit en fait tous les échanges. Donc, c'est vraiment en termes d'accessibilité un outil qui a révolutionner les situations de travail des personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes. Puisque du coup, des métiers qui leur étaient auparavant impossibles du fait d'une forte composante téléphonique, eh bien aujourd'hui sont tout à fait accessibles. Donc on ne peut plus aujourd'hui refuser un poste parce qu'il y a du téléphone. Un poste d'accueil, de secrétariat, du travail administratif. Aujourd'hui, tout est accessible pour les personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes. Pourquoi? Parce que ces plateformes-là proposent des modes de communication différents en fonction du besoin. Vous pouvez avoir de l'interprétation en LSF, vous pouvez avoir du code LPC, vous pouvez avoir de la transcription écrite. Donc voilà, ça a permis vraiment de rendre accessible beaucoup de situations de travail.
Pour les échanges du quotidien, comme c'était vraiment très très fatigant de lire sur les lèvres au quotidien pour les échanges avec la collègue en binôme, nous avons mis en place une tablette en fait avec une application de transcription instantanée. Comme ça, en fait, la personne a accès directement visuellement à ce que dit sa collègue. En fait, c'est sous-titré en direct et ça permet vraiment un confort visuel et ça permet d'éviter la fatigue liée à la lecture labiale. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, la lecture labiale n'est pas forcément satisfaisante du fait de sosies labiaux. Donc là, l'écrit permet vraiment d'avoir une trace et de vérifier que les informations sont bonnes. Alors, attention avec les applications, je vais le redire plus tard, mais ce sont des applications, donc ce ne sont pas des professionnels de la communication. Donc, comme c'est une application, il y a forcément des erreurs. Donc voilà, c'est aussi à la collègue de vérifier si ce qu'elle dit est bien retranscrit. Et ça nécessite aussi que la personne ait une bonne compréhension du français écrit. Donc voilà, c'est une bonne solution de compensation, mais qui n'est pas forcément à mettre sur toutes les situations de travail. Nous avons également mis des systèmes d'alerte visuelle, donc pour informer en cas d'incendie. Voilà, donc ça c'est vraiment un système qui fonctionne bien et qui permet surtout à la personne d'être vraiment en sécurité. Et puis, nous avons mis en place des masques inclusifs pour tout le collectif de travail, donc ce qui permet quand même d'avoir un accès à la lecture labiale, d'avoir un accès aux informations visuelles, parce que lorsqu'on a une surdité, ça a été évoqué tout à l'heure, on a besoin de ces informations visuelles. Il y a effectivement la lecture labiale, mais il y a aussi les expressions du visage. Quand on arrive dans un bureau et qu'on ne voit pas le visage de sa collègue, eh bien, on ne peut pas savoir si elle est de bonne humeur, si elle nous sourit, si elle ne sourit pas. Enfin, voilà. Le masque inclusif permet quand même d'avoir accès à ces informations-là qui sont primordiales dans le cadre du travail. Je vous laisse passer à la suivante. Donc, je vous mets d'autres exemples de solutions de compensation. Donc, encore une fois, là, ce sont des outils, mais il existe aussi des solutions organisationnelles. Et comme on a un temps assez limité, je vous ai présenté certaines solutions, mais il n'y a pas tout, évidemment. Et on pourrait évoquer également tout ce qui est réduction du bruit. On intervient également sur la réduction du bruit dans les bureaux, notamment dans les open space. Donc aujourd'hui, il existe tout un tas d'outils, de solutions qui permettent de réduire le bruit dans les open space ou dans les bureaux. Par exemple, on peut capoter l'imprimante qui fait trop de bruit avec des panneaux acoustiques. On peut mettre des totems acoustiques, on peut mettre des panneaux acoustiques sur le plafond. On peut changer les claviers s'ils font trop de bruit. Donc voilà, pour jouer vraiment sur la notion de bruit, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place également. Au niveau des solutions de compensation, donc principalement sur l'adaptation des téléphones. Donc, si on a affaire à une personne qui est plutôt signante ou qui communique avec, voilà, par les signes, on va utiliser les centres relais comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour les personnes qui portent des prothèses auditives, on peut aussi adapter les téléphones, comme on l'a vu dans le premier exemple, avec tout un tas d'accessoires adaptés. Donc, on peut passer par du Bluetooth, par exemple, donc un téléphone Bluetooth comme on le voit sur l'illustration, qui doit passer par un streamer et qui du coup renvoie le signal téléphonique directement dans les prothèses auditives. Donc ça apporte un confort non négligeable pour les personnes qui ne pouvaient pas utiliser le téléphone. Et puis, une solution aussi qui est régulièrement mise en place, ce sont tout ce qui est microphone, donc les microphones qu'on dit déportés. Donc, vous en avez quelques illustrations. Je vous disais en préambule qu'il faut vraiment analyser le besoin en amont. Je réinsiste sur cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'il existe autant de microphones que de marques de prothèses auditives. Donc, il faut être vraiment vigilant sur la compatibilité, etc. Il existe évidemment des systèmes qui sont universels, mais pour cela, il faut que les prothèses comportent certaines spécificités. Il faut vraiment que la prothèse soit bien adaptée. Donc voilà, là, je vous en ai présenté quelques exemples. On adapte tel type de micro en fonction des besoins aussi. C'est-à-dire que si les réunions sont comportent beaucoup de personnes, eh bien, on mettra en place différents systèmes. C'est pour ça qu'il faut vraiment une étude scrupuleuse de chaque situation qui nécessite une adaptation. Évidemment, en lien avec la personne. La personne est actrice de l'aménagement de sa situation de travail. Je vous laisse passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Au niveau de l'accessibilité des informations sonores, eh bien, il existe aussi différentes solutions. Évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée c'est que la personne ait vraiment un confort visuel dans son espace de travail. Donc, idéalement, que son poste de travail soit situé face
à la porte pour qu'elle puisse voir les personnes venir, rentrer dans le bureau, pardon. Mais voilà, pour avoir accès aux informations sonores, il existe tout un tas de dispositifs. Donc, par exemple, vous avez en haut à droite un dispositif de montre vibrante, donc qui permet, par exemple, lorsqu'on travaille eh bien, à l'extérieur ou lorsqu'on travaille dans un entrepôt qui est très, très grand et que nos collègues veulent nous interpeller, eh bien, on ne va pas forcément les entendre. Eh bien là, ils peuvent nous appeler en fait et on reçoit une vibration très légère sur la montre et ça permet de voir qu'on essaye de nous appeler. C'est un système qui peut être relié aussi au détecteur d'incendie, donc qui est assez performant. Vous avez aussi tout ce qui est système d'émetteur-récepteur. Donc par exemple, pour tout ce qui est sonnette, etc., on peut avoir l'information visuelle sur le bureau ou sur le poste de travail. Aujourd'hui, vous avez dans les établissements publics des alarmes incendies qui sont directement visuelles. Et vous avez également la dernière illustration, c'est par exemple un tapis qui permet en fait de capter que quelqu'un rentre dans le bureau et envoyer une information lumineuse à la personne à son bureau. Donc ça permet d'éviter d'être surpris parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, en fait, ce qui est très gênant lorsqu'on n'a pas accès aux informations sonores, c'est qu'on est surpris par les collègues qui arrivent. Cet état de vigilance permanente pour éviter d'être surpris eh bien, fait qu'on peut sans arrêt contrôler son espace et du coup, ça peut générer aussi des douleurs cervicales. Donc voilà, lorsque l'espace est bien adapté et qu'on a les informations lumineuses dont on a besoin, c'est beaucoup plus confortable et ça demande un effort d'adaptation beaucoup moins important. Merci beaucoup. Il existe aussi quelques applications. Donc, voilà, je ne vous ai pas tout mis, mais j'ai mis quelques applications qui permettent de rendre accessibles les situations de travail. Donc, notamment donc, sur la transcription, vous avez Google Transcription. Pour l'accessibilité des communications, vous avez également Ava. Pour l'accessibilité du téléphone, il y a des applications qui existent comme Roger Voice. Et puis, pour lorsque vous avez un collègue qui est sourd et qui communique en langue des signes, eh bien, vous pouvez utiliser aussi l'application Elix, qui vous donnera quelques petits signes pour mieux communiquer avec lui. C'est toujours sympathique d'avoir au moins bonjour, ça va, enfin voilà, quelques petits signes de cet ordre-là. Merci beaucoup. Et puis nous, ce qui est vraiment important aussi, c'est l'accompagnement des équipes. Pourquoi? Parce que très longtemps, depuis très longtemps, on a demandé aux personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes, les personnes qui ont aussi des difficultés visuelles ou des difficultés au niveau moteur, on demande souvent à ces personnes de s'adapter. C'est toujours à elles de porter le poids de la surdité, j'ai envie de dire, et c'est toujours à elles de faire des efforts pour s'adapter au collectif. C'est toujours à elles de faire des efforts de concentration pour avoir accès aux communications. Eh bien, nous, on part du principe que cet effort doit être partagé par le collectif, en fait. Il faut que la surdité soit prise en charge aussi par le collectif, que chacun prenne sa part, en fait, pour que tout se passe bien. Et c'est pour ça que nous, on axe beaucoup la formation du collectif, la sensibilisation du collectif à la surdité. On leur montre aussi comment utiliser les outils qu'on met en place pour qu'ils soient vraiment partie prenante de la situation de travail. Parce qu'en fait, d'habitude, les personnes qui sont sourdes, devenues sourdes et malentendantes, mettent ce qu'on appelle en œuvre le travail en plus des personnes sourdes, c'est-à-dire qu'elles font un effort supplémentaire au quotidien pour avoir accès aux communications. Elles s'appuient sur la lecture labiale, sur la suppléance mentale, pour avoir accès aux informations. La suppléance mentale, qu'est-ce que c'est? La suppléance mentale, c'est on reconstruit le discours oral avec les restes auditifs, les informations visuelles et le contexte. Donc, on n'est jamais sûr d'avoir bien compris et c'est très, très fatigant, c'est très coûteux en termes de santé. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, les gens sont fatigués. Donc, si chacun fait un peu sa part, eh bien, ça rétablit l'équilibre et les gens travaillent dans de meilleures conditions. Voilà, nous, ce qui est vraiment important pour nous par rapport à ça, juste vraiment sur la prise en charge du collectif, un petit exemple. Souvent, lorsqu'une personne sourde a besoin d'un interprète ou d'un codeur en situation de réunion, eh bien, si pour X ou Y raison, la personne n'est pas présente, l'interprète ou le codeur ne peut pas être là, maladie, rendez-vous, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe en général? D'après les témoignages, la réunion a lieu quand même. Et on dit à la personne sourde, devenue sourde ou malentendante, on t'expliquera après, on te fera un compte-rendu, quelque chose. Mais c'est oublier en fait que le professionnel de la communication, interprète, interface, codeur, il est là aussi pour le collectif, c'est-à-dire que la personne qui a une surdité, elle a des choses à dire aussi. Elle est là pour participer aussi avec ses collègues à la situation de travail. Donc si l'interprète, le codeur, l'interface n'est pas là, le mieux c'est de décaler et de reporter la réunion. Voilà. C'est ça aussi la prise en charge de la surdité par le collectif.
Et puis un petit point pour finir sur le télétravail. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais effectivement, le télétravail, en fait, a changé les habitudes. Ça a nécessité des adaptations bien particulières. Il a fallu mettre en place la visio-interprétation en LSF ou en code. Il a fallu mettre en place de la transcription instantanée. Il a fallu travailler aussi sur tout ce qui est la transmission du son, parce que parfois le son n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, il a fallu trouver des moyens déjà pour avoir un son de bonne qualité, qui soit transmis directement dans les prothèses pour les gens qui portent des aides auditives. Il a fallu développer des outils de communication instantanée, par exemple sur Teams, sur Google, pour maintenir le lien entre les collectifs. Il a fallu développer des outils de téléphonie particuliers, donc le centre relais, des casques, éventuellement des casques de très très bonne qualité pour que le son arrive mieux au niveau des oreilles, des streamers de téléphone parfois. Donc, il a fallu mettre en place des aménagements très rapidement pour que la situation de travail soit adaptée. Mais parfois, on a pu constater pour certaines personnes qu'effectivement, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le télétravail peut être aussi un moyen de compensation de la surdité. Pourquoi? Parce qu'on peut travailler en environnement calme. On est moins gêné par les bruits de bureaux, etc., qui sont vraiment fatigants au quotidien. En général, les outils de communication font qu'il y a un respect des tours de parole en situation de réunion qui n'est pas forcément réalisé en situation en face à face. Et du coup, il y a plus de traces écrites aussi. Donc, il y a moins de communication dite informelle, moins de communication en pause, moins de communication le midi sur des sujets professionnels. Donc, il y a plus d'écrits et ça permet vraiment un meilleur accès aux informations professionnelles pour les personnes qui ont une surdité. Donc, le télétravail, ça peut être aussi une solution de compensation. Et je sais que sur certaines situations sur lesquelles je suis intervenue, eh bien, c'est des choses qu'on va demander à maintenir en fait lorsque la situation sanitaire sera revenue à la normale. On ne sait pas quand, mais lorsque ce sera revenu à la normale, on a demandé à ce que certaines journées soient réservées au télétravail. Voilà, pour maintenir cet équilibre-là et réduire surtout la fatigue des agents au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'en ai fini. Merci mesdames pour ce détail sur les PAS, c'était très clair et très bien illustré. Le webinaire arrive à sa fin. Vous l'avez vu, on a voulu l'axer vraiment sur les difficultés rencontrées actuellement par les personnes sourdes ou malentendantes en situation de travail ou de télétravail. Et je redis, les deux dispositifs qu'on vous a présentés ce matin, InfoSens ou les prestations d'appui spécifiques, sont soutenus par le FIP et donc sont mobilisables gratuitement pour les employeurs publics. Quelques informations juste à partager pour conclure. Vous avez dans le mail récapitulatif avec lequel je vous enverrai le support et le lien pour le replay, je vous joins également un article intéressant des cahiers de l'audition sur l'insertion professionnelle des personnes sourdes et malentendantes, les clés de la réussite, rédigé par Patrick Aboaf, secrétaire général du CNH et membre du CNCPH. Qui est très complet, un dossier très complet sur le sujet, et vous faire également part d'une initiative très intéressante qui s'appelle Entendons-nous bien, qui est une vidéo interactive de sensibilisation, ou ce qu'on appelle en anglais un serious game, qui a été réalisée par l'association Adèle de Globitz à Strasbourg, qui est gratuite et qui vous met en situation dans les baskets d'un jeune qui s'appelle Anatole, et vous le voyez en différentes situations, à la fois à la fac, en milieu de travail ou en soirée entre amis, et vous voyez les difficultés auxquelles il peut être confronté. C'est très bien fait. Et dernier point sur les agendas, nous avons rendez-vous, vous avez rendez-vous le 27 mai prochain avec alternance par Duodet pour réaliser une journée entièrement dédiée à l'alternance. Vous pouvez poster vos offres d'emploi sur le site duodet.fr/alternance, et vous avez ce jour-là une journée dédiée avec un certain nombre de webinaires pour les candidats ou pour les employeurs au sujet de l'alternance. Et en ce qui concerne les webinaires handicap et emploi du FIP, le prochain rendez-vous est donc le mardi 1er juin de 14 à 15 h sur le sujet de la médecine du travail et la médecine de prévention.
Je remercie tous les intervenants, encore une fois, pour ce webinaire extrêmement intéressant. Vous avez été plusieurs à poser des questions très techniques sur le sujet. On n'a pas eu le temps d'y répondre au fur et à mesure, mais on vous fera des réponses par écrit en temps et en heure pour répondre, parce que c'est des questions très techniques et on n'avait pas forcément les réponses tout de suite, mais on s'engage à vous les communiquer. Donc, merci beaucoup. On vous enverra également un petit questionnaire d'évaluation, comme d'habitude. Merci à tous. Très bonne journée à tout le monde et prenez soin de vous.